complot d'État contre la langue française, la Cour de cassation est saisie. Donc nous sommes dans une affaire tout à fait unique, surréaliste, invraisemblable, qui est toute dans le titre. Complot d'État contre la langue française, c'est déjà tout un programme. La Cour de cassation est saisie. Comment arriver mieux? Alors, les faits sont très simples. Au départ, c'est comme dans la balle dite Doum Doum, si je peux dire, c'est que la Cour de cassation, c'est une première dans l'histoire de la langue, le 20 avril 2017, a saisi l'Académie française d'un problème grammatical qui semble tout à fait anodin. Il y a certaines personnes dans le corps judiciaire, certaines femmes, qui exigent que leur sexe soit mis en avant, si je peux dire, ce qui donne Madame la juge, et puis il y en a d'autres qui appliquent la règle Madame le juge. Donc, il y a un double régime, et la Cour de cassation est très embarrassée. Le premier président, Bertrand Louvel, se dit comment faire. Donc c'est tout simple. Au départ, pour se tirer de ce mauvais pas, si je peux dire, le président Bertrand Louvel, le premier président, monsieur le premier président de la Cour de cassation, se dit à qui puis-je faire appel, et c'est à l'Académie française. Donc il y a cette lettre. Et ça, depuis la fameuse querelle du Cid, époque, avec l'intervention de Richelieu, c'est tout à fait extraordinaire. Bon. Alors, donc c'est un événement unique, nous allons le voir. Donc le fait que la Cour de cassation soit saisie, je le rappelle, de ce complot d'État contre la langue française, et pour qu'une telle affaire arrive au sommet, dans les termes que nous allons voir, il faut tout un ensemble de circonstances exceptionnelles. Alors, cet événement, c'est, peut-on dire, l'aboutissement de 40 ans de combats, de mes combats, pour faire arriver, émerger au sommet, donc, cette destruction de la langue française, cette destruction de la langue que j'ai mise en évidence dès 1977 dans 2 + 2 = 5, avec les mathématiques modernes, destruction du langage scientifique, avec la tête coupée sur la destruction de l'intelligence à l'école, avec la guerre de représentation sur la construction européenne, destruction du langage politique, donc, et puis à Versailles, destruction du langage de l'art, du langage des médias, donc c'est mon combat multimédia dans tous les domaines, et puis nous sommes arrivés depuis 2013 à, j'allais dire, la triangulation de l'Académie française, l'autorité qui doit permettre enfin de faire éclater ce scandale inouï de la destruction d'une langue. Donc, le dossier d'instruction judiciaire de ce crime inexpiable est là, puisque c'est un crime absolu. La destruction de la langue, c'est la destruction d'un peuple. Donc la destruction de la langue française, c'est un crime absolu. Et c'est désormais devant la plus haute juridiction, donc judiciaire, de la plus haute institution judiciaire, la Cour de cassation, que ce complot d'État est c'est entre ses mains. Bon. Alors, c'est un grain de sable, nous allons voir, comme dans les meilleures affaires policières, c'est la petite affaire, on déroule le fil, et ça conduit là où vous ne pensez pas aller. Alors, ce dossier d'instruction comprend 5 parties. Premièrement, c'est le rappel de la demande de la Cour de cassation à l'Académie française. La deuxième partie, c'est qu'on appelle en droit in limine litis, c'est-à-dire au début du procès, la récusation par Vaugelas de l'Académie française. Bon. Ensuite, la partie 3, c'est la nécessité d'une réponse sans appel. C'est-à-dire que la Cour de cassation s'adresse à l'Académie française. Voyons que l'Académie française n'est pas en état de répondre, elle est récusée, elle a abdiqué. Donc, il faut prendre sa place, évidemment, répondre en lieu et place de l'Académie, mais il faut que la réponse soit tout à fait sans appel. Il faut qu'elle ne puisse pas supporter la moindre
contradiction. Enfin, partie 4, réponse de l'Académie française à la Cour de cassation, et en conclusion, la saisine en retour de la Cour de cassation, de rétablir l'état de droit. Puisque ce qui est tout à fait inouï dans cette affaire, puisqu'actuellement vous avez avec certaines personnes en gilets jaunes des débats sur la légitimité du pouvoir, le changement des institutions, une sixième république, c'est que nous vivons dans l'illégalité la plus totale, sur le point le plus important, c'est la langue française, et qui est de la souveraineté de la nation. Et d'un côté, c'est comme dans une pièce de théâtre cornélienne, si je peux dire, vous avez juste la Cour de cassation qui respecte la règle, puisque le président Louvel, dans sa lettre à l'Académie, je le rappelle, du 20 avril 2017, dit qu'il tient à respecter la règle. La règle, c'est le masculin générique, Madame le juge, mais qu'il apparaît comme un peu dans une île déserte, dans une singularité, puisque d'un côté, vous avez le pouvoir exécutif, en l'espèce, la chancellerie, le ministre de la Justice, qui féminise, et de l'autre côté, vous avez le pouvoir législatif qui a condamné Julien Aubert, qui appelait le président de séance, Madame le Président. Donc, dans un monde où il est question de respect de la loi, et là, c'est plus qu'une séparation des pouvoirs, c'est qu'il y a deux camps. Donc, c'est une situation complètement étonnante. Et là, je tiens à dire que ce qui est, à l'heure du grand débat, je l'ai vécu, et c'est documenté depuis 40 ans, il est impossible de s'exprimer en France. Pour atteindre, évidemment, la conscience au sommet. C'est-à-dire que quand j'avais annoncé, il y a 40 ans, que 30 ans plus tard, il y aurait des problèmes de destruction de l'enseignement scientifique, aucun écho. Quand vous avez la destruction de l'intelligence à l'école, pas d'écho. Quand vous avez un peu décliné jusqu'à la Cour de cassation, justement, ou les procès, vous avez systématiquement une non-réponse à conclusion. Donc, dans le débat, ce qui est difficile, c'est pas de se parler, c'est d'avoir une réponse et soit actée. Or là, tout à fait, sur le point le plus important pour les Français, c'est-à-dire qu'actuellement, vous avez leur langue qui est détruite de l'intérieur, c'est-à-dire leur outil cognitif qui est détruit à partir d'une chose toute bête, finalement, la destruction du genre, donc le génocide du genre humain, donc ça ne paraît pas extraordinaire, sauf lorsque l'on sait que, comme dans un dictionnaire, le genre, qui se décline en masculin et féminin, et au-dessus, il y a le genre générique, eh bien, représentent les deux piliers de la morphologie des mots et de la syntaxe. Donc c'est du gouvernement de la grammaire. Et quand vous détruisez le gouvernement, évidemment, vous détruisez le peuple. Donc, actuellement, ce qui se joue, c'est la prise en compte, la judiciarisation de ce crime inexpiable contre la nation. C'est-à-dire, on a, c'est ce que donne l'enquête, j'anticipe, on a les preuves que c'est le gouvernement qui, depuis des décennies, détruit systématiquement l'outil intellectuel des Français. Outil cognitif, mais outil économique, outil politique. Donc c'est pas uniquement une question de... Voilà. Alors, donc, je vais très rapidement, plus rapidement possible, vous commenter cette lettre, en commençant juste premier paragraphe. Pour vous donner la mesure, mais évidemment, quand vous avez cette quantité-là, il n'est pas question de lire. Et ce qui est important, je tiens à le dire, c'est que les Français apprennent à lire. C'est-à-dire que la situation dans laquelle nous sommes est le résultat de personnes qui lisaient. Alors quand on vous dit qu'il faut faire court, je ne connais qu'un slogan que je n'entends pas, qui fasse court. Bon. Nous parlerons de Vaugelas rapidement. Pour savoir ce qu'est l'usage, eh bien, il faut savoir lire. Il faut avoir l'usage de la lecture. Même j'avais le bon usage. Donc c'est un appel aux élites, ou plutôt à l'élite des meilleurs, puisque l'élite c'est les meilleurs,
de se mettre au travail, et au lieu d'écouter les chaînes en continu qui leur lavent le cerveau et détruisent ce qui reste pendant que les systèmes sémantiques grignotent le cerveau, hein. Je connais des gens qui étudient des sujets très passionnants que je ne nommerai pas, mais ce qui se passe, c'est que pendant qu'ils étudient ces sujets, leur cerveau disparaît, n'est-ce pas? Bon. Alors, au regard de la déchéance menaçant la langue de Molière, comme latin des modernes, langue de la haute intelligence et de la diplomatie, par excellence, comme seul outil de communication internationale fiable, à l'inverse de l'anglais, il faut se le rappeler, comme langue exacte du droit romain et de la justice, en face de la coutume anglo-saxonne, la lettre de la Cour de cassation du 20 avril 2017, saisissant l'Académie française d'une demande à statuer sur un point de grammaire le plus infime d'apparence, mais en réalité d'intérêt décisif pour sa survie, l'intangibilité de la règle d'application du genre masculin générique aux titres et aux fonctions publiques constitue l'événement historique le plus important qui soit depuis qu'en 1635, Richelieu donna précisément pour mission à l'Académie française de fixer et de sauvegarder la langue française à l'immortalité. Donc là, nous sommes dans la question de la stabilité. Donc c'est juste l'introduction. Alors, donc sur la demande de la Cour de cassation, à laquelle je vais vous l'indiquer. Je la résume, il faut rentrer dans la technicité, mais nous ne sommes pas là pour faire la technique. C'est qu'au fond, il y a deux régimes actuellement dans le corps judiciaire. Il y a le régime de celles qui, selon leur convenance, se font appeler Madame la juge, Madame la Jules, Madame greffière, etc. Et puis celles qui respectent la règle. Bon. Et la demande de la Cour de cassation se réfère à une déclaration de l'Académie du 10 octobre 2014, dans laquelle l'Académie avait dit il faut respecter la règle, mais dans la vie courante, pour des raisons personnelles, de convenance, eh bien on peut se faire appeler comme on veut en féminisant. Alors non, la Cour de cassation dit bah, je peux pas fonctionner comme ça. Hein. C'est comme c'est une case sur un bordereau, il faut choisir. Alors, au départ, c'est tout bête. Et personnellement, il y a un conseiller, il y a un avocat général à la Cour de cassation qui m'a dit, mais quand j'ai commencé à le parler, il m'a dit, mais de toute façon, ce qu'il veut, c'est une recette simple. Mais la recette ne peut pas être simple. Alors, il est militis. Donc pourquoi est-ce que nous sommes amenés à répondre en lieu et place de l'Académie? C'est parce que l'Académie, qui tient son pouvoir de ses statuts et de l'autorité de Vaugelas, sa référence suprême, comme elle l'a dit, a violé ses statuts et n'a pas respecté les règles de Vaugelas, n'est-ce pas? Alors, bon, parce que c'est de Richelieu qu'elle tient son pouvoir. Alors, elle n'a pas respecté dans sa fameuse déclaration, dans laquelle elle dit une chose sans l'inverse, puisque l'obligation de l'Académie, c'est de donner des règles certaines. Alors, quand vous dites on peut respecter la règle et ne pas la respecter, c'est une violation. Bon, donc ça, c'est la première chose. Et puis alors, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'elle elle a été mise en difficulté par la lettre de la Cour de cassation, elle en a rajouté une couche, si je peux dire, donc en adressant une lettre à la Cour de cassation dans laquelle elle se recommande du principe de la liberté de l'usage, en disant, en prétendant que cette liberté de l'usage, eh bien, c'est depuis 4 siècles, depuis plus de 4 siècles, donc, est celui qui guide l'Académie. Ce qui est une absurdité, puisque finalement, nous allons le voir avec Vaugelas, si c'était l'usage au sens de l'usage qui présidait, à ce moment-là, il n'y a plus à se gêner. Hein, c'est comme le code de la route. Donc, il y a une chose sur laquelle je tiens à insister qui est extraordinaire, l'Académie ne parle pas du bon usage. Elle emploie le bon usage. Elle dit que l'usage, évidemment, c'est le maître de la langue, mais elle oublie que c'est le bon usage, et le bon et bel usage. Alors, il faut quand même lire. Et là, c'est pour ça que j'incite l'élite à lire, c'est qu'il faut lire. Parce que dans la lecture, il y a une imprégnation, il y a une compréhension, et on ne peut pas ramener les choses à un slogan. Donc Vaugelas, il faut le lire. Mais j'ai pris la peine de donner les meilleurs morceaux, quand même. Alors,
Pour le mieux faire entendre, dit Vaugelas, il est nécessaire d'appliquer ce que c'est que cet usage dont on parle tant et que tout le monde appelle le roi ou le tyran, l'arbitre ou le maître des langues. Car si ce n'est autre chose, comme quelques-uns se l'imaginent, ça c'est l'Académie, que la façon ordinaire de parler donc d'une nation dans le siège de son empire, ceux qui y sont nés et élevés n'auraient qu'à parler le langage de leurs nourrices et de leurs domestiques pour bien parler la langue de leur pays. Et les provinciaux et les domestiques, pour la bien savoir, n'auraient qu'à les imiter. Mais cette manière, donc cette opinion, choque tellement donc l'expérience générale qu'elle se réfute d'elle-même. Et je n'ai jamais pu comprendre comment un des plus célèbres auteurs de ce temps a été infesté de cette erreur. Et l'infection de cette erreur, c'est l'Académie. Donc je vous le décris. Et alors que dit Vaugelas? C'est quand même tout à fait passionnant. Il dit qu'il y a deux types d'usage, je ne vais pas y aller. Et donc il définit, voilà comment donc on définit le bon usage. C'est la façon de parler de la plus saine partie de la cour, conformément à la manière d'écrire de la plus saine partie des auteurs de son temps. Quand je dis la cour, j'y comprends les femmes comme les hommes. Et là, c'est la réfutation du mensonge du féminisme d'État, c'est de faire croire que les femmes n'ont pas contribué aux règles. Les femmes ont contribué aux règles. Et ça, c'est le rôle des précieuses. Bon, alors, bon, il faut le lire, tout prendrait du temps, mais il faut lire Vaugelas, et lorsque l'on lit Vaugelas, on est pris par un sentiment de révolte de voir que l'Académie qui se réclame de la référence à plus de là trahit Vaugelas en tout, et en plus s'en réclame pour tromper. Donc là, on peut dire que... Alors ça, c'est la deuxième partie, si vous voulez, c'est sur ce qu'est le secret du bon et bel usage de Vaugelas. J'y renvoie. Comment est-ce que ce bon usage a conduit à cette merveille de la langue française? Ça ne s'est pas fait tout seul, contrairement à ce que dit l'Académie. La langue évolue toute seule. Franchement, bon. Alors, ensuite, sur l'abdication de l'Académie française, le bureau de l'Académie. Alors, ce qui a amené à la déchéance de l'Académie, c'est qu'il y a quand même un député courageux, je cite Julien Aubert, qui, donc, c'était le 7 octobre, donc 2014, a interpellé le président de l'Assemblée, donc, qui était Madame Mazelier, Sandrine Mazelier, en disant Madame le Président, ce qui est normal. Et alors, elle lui a répondu, évidemment, avec cette délicatesse féminine qu'on apprécie chez les féministes. Elle a dit, Monsieur la députée, vous étiez la dernière oratrice inscrite. Voilà. C'est le grand art. Alors, évidemment, le député Julien Aubert s'était réclamé de l'Académie. Que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, l'Académie, je vous la joue courte, dans les 3 jours, alors que même que Julien Aubert avait 140 députés qu'il soutenait contre la sanction que voulait lui infliger indûment, disons que l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée, a désavoué Julien Aubert. Évidemment, ce qui a conduit à la presse à dire « Madame le Président, l'Académie donne raison à Sandrine Mazelier. » Voilà où on en est. C'est que non seulement l'Académie aura pu se taire, mais dans les 3 jours, elle soutient évidemment le viol de la langue. Bon, à ce moment-là, une institution qui ne respecte pas ses statuts, eh bien, elle est déchue, de facto. Voilà où on en est. Bon. Donc, c'est une abdication. À partir de ce moment-là, la qualité que nous avons à répondre à sa place, d'agir en lieu et place de l'Académie, elle tient, bon, il faut lire tout ce qui... Elle tient, on peut dire dans une seule phrase. Madame Carré-Dancause a dit que l'Académie était greffier de la langue.
Alors que, évidemment, Maurice Druon, qui était son prédécesseur, disait juge de la langue, l'Académie l'est par essence et en droit. Donc on voit que l'Académie n'est plus. Donc il faut prendre sa place, c'est-à-dire pour assurer la continuité, il fallait que la réponse, la vraie réponse, soit donnée à la Cour de cassation. Pourquoi? D'abord pour assurer la continuité, évidemment, du service public, si je peux dire. L'Académie ne meurt pas. L'Académie est morte, vive l'Académie. La langue française ne meurt pas, et il faut que la défense... Mais, d'autre part, il fallait enlever toute tentation de l'Académie, évidemment, de pouvoir trouver une échappatoire. Et l'échappatoire. Et, d'autre part, il fallait que la Cour de cassation, qui est composée quand même de personnes intelligentes, voit qu'elle n'a pas d'autre issue que d'appliquer la règle et de la faire appliquer, évidemment, au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif. Donc nous sommes dans un combat cornélien. Donc il fallait qu'il y ait exactement la bonne réponse, le jugement rendu en lieu et place de l'Académie française. Donc il faudra rentrer... Alors maintenant nous arrivons, parce que vous avez une instruction qui est quand même écrite tout à fait dans les termes judiciaires que j'ai eu le plaisir de fréquenter. Troisièmement, nécessité d'une réponse sans appel. Il faut qu'il n'y ait pas d'échappatoire. Donc, il faut faire appel. Alors, bon, aux principes généraux de la langue, au plus haut niveau. Il faut, au plus haut, à l'excellence d'université, de la suprématie du français et du respect des statuts de l'Académie voués à l'immortalité de la langue française. Donc, il faut une méthode particulière, pluridisciplinaire, qui a été mise en œuvre. Maintenant, la réponse de l'Académie française, quelle est-elle? Parce qu'il faut évidemment, le plus difficile, c'est pas de rappeler la règle, c'est de rendre impossible le fait de ne pas respecter la règle. Or, derrière, évidemment, la règle, il y a la question du féminisme et de ce procès en diffamation qui est fait au masculin d'opprimer le féminin. Depuis le XVIIe siècle, disent les falsificateurs de l'histoire. Donc, la première réponse de l'Académie à la Cour de cassation, c'est de dire « rappel à la loi ». Vous devez appliquer la loi, c'est la loi. Et alors pour ça, évidemment, bon, après, il y a l'exposé des motifs. Bon, donc je passe assez rapidement sur les détails. Article suivant, sur sa confirmation par la déclaration de l'Académie du 10 octobre 2014. Donc je rappelle, dans cette lettre, nous rappelons que la bonne définition a été donnée. Bon, on rentre dans les détails, mais la bonne définition, c'est le masculin générique qui s'applique aux fonctions publiques. Alors, après, vous arrivez à la déclaration du 10 octobre 2014, je vous le rappelle, dans laquelle l'Académie, il faut respecter la règle, mais entre adultes consentants, en privé, vous faites ce que vous voulez. Et évidemment que la boîte de Pandore étant ouverte, ceux qui ne se conduisent pas bien en privé finissent par mal se conduire en public, si je peux dire. Donc, la réponse est simple. L'Académie ayant pour fonction de donner des règles certaines, hein, eh bien, elle dit, bon, finalement, excusez-moi, mais à culpa, j'ai donné une liberté, c'est un peu comme les parents qui disent aux enfants, bon, vous pouvez prendre un peu de chocolat, il y a du chocolat à la cuisine, mais vous faites ça bien, quand même. Et les enfants, les parents reviennent, il y a 50 tablettes de chocolat qui ont été mangées. Alors les parents disent, écoutez, c'est fini, maintenant tout ça, c'est soufflé. Bon, là, c'est pareil. Donc, l'Académie a cet échappatoire de dire, bon, finalement, on avait espéré que, mais ça ne marche pas. Alors, on va voir ce qu'elle fait, puisque la réponse est le 7. Ensuite, sur le bon usage immémorial du genre masculin générique, constant et avéré. Ça, c'est la formule, constant et avéré. Là, il y a un mensonge d'État, mais nous vivons sous le régime du mensonge d'État, depuis 2 siècles pour le moins, c'est de dire que la règle du masculin date du XVIIe siècle. C'est un mensonge total. Donc nous produisons les preuves, effectivement, de l'utilisation du mot homme en latin et en grec avec une valeur générique. Je vous passe latin. Et puis, l'accord d'attribut au masculin des personnes de genre différents. Bon, donc c'est... Alors, pourquoi tant de haine, si j'allais dire? Alors, donc le principe d'égalité a été utilisé, évidemment, pour faire pression, en disant, d'accord, mais il peut avoir quelques problèmes, mais là, attendez, c'est un problème d'égalité. Hein. Donc, il y a quand même liberté, égalité des sexes. Bon. Alors,
là, le mensonge est encore patent, c'est que nulle langue n'est plus féminine que la langue française. Manque de chance. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que le coup de force, soi-disant féministe, c'est un coup de force politique au masculin. Ce ne sont pas des femmes qui ont initialisé la destruction de la langue française, disons que le massacre du genre, ce sont Laurent Fabius et Lionel Jospin. Donc je passe. C'est toujours l'homme, n'est-ce pas, dans ce cas-là. Ensuite, le slogan qui est utilisé pour détruire le genre, c'est un slogan politique maquillé en règle de grammaire. Le masculin l'emporte sur le féminin, paraît-il. Eh bien, manque de chance, hein, quand vous allez alors là, il y a un manifeste de 314 qui disent c'est abominable, cette histoire-là, la règle est récente, elle date du XVIIe siècle. La preuve est apportée qu'elle date des Grecs, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment, mais on arrive vraiment à un crime d'État, un crime contre l'intelligence. Et alors là, on s'étonne quand même que personne, dans tous ces gens qui prétendent défense, SOS, langue française, machin, etc., rien. Quand même assez sidérant. Bon. Ensuite, ils disent que le but n'est pas linguistique, mais les politiques, mais c'est eux, etc. Bon, on continue. Donc tout ça, c'est faux. Alors, ce qui est important, c'est de rétablir la vérité. Donc de ce fameux slogan qui est faux, le masculin l'emporte sur le féminin, ce n'est pas une règle grammaire, et ils avouent quand même que c'est un résumé. Mais on ne peut pas résumer une règle de grammaire. Alors, il est apporté ici la preuve, simplement il suffit de taper par internet une grammaire en ligne, etc. Et vous voyez ce que vous voyez. Bon, comment s'accorder? Règle. L'adjectif qualificatif, épithète ou attribut, s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se reporte, entre parenthèses, une grande fille, 3 petits garçons, filles, elles sont jolies. Bon. S'il se rapporte à plusieurs noms ou pronoms, il se met au pluriel ou prend le genre des noms, des mots qu'il qualifie. Entre parenthèses, la table et la chaise ancienne. Alors c'est maintenant que ça devient important. Si les noms sont de genres différents, bon, l'adjectif se met au masculin pluriel, entre parenthèses, la table et le buffet ancien. Il faut dans ce cas essayer de rapprocher l'adjectif du nom masculin donneur d'accord. Donc on voit que le fameux masculin qui l'emporte ses mains, j'ai la grammaire, là vous avez une véritable règle. Et là on voit que ce n'est pas de l'idéologie. Hein, bon, et voilà. Bon, donc on voit comment ces falsificateurs de l'histoire, ces falsificateurs de la grammaire sont en train de détruire toute la langue française. Je vous rappelle que l'Académie, le 26 octobre 2017, a déclaré la langue française en péril mortel. Et ça continue, et il y a un ministère, donc à l'égalité, un sous-secrétariat à l'égalité, enfin bon. Alors maintenant, donc, passons au Muscade. Alors, la vérité rétablie sur les précieuses. La féminisation du français date du XVIIe siècle. Donc les preuves sont apportées, c'est-à-dire que, ça se comprend tout seul, la cour de Henri IV était faite de soudards. Donc les soudards parlent mal, se conduisent mal, s'habillent mal, mangent mal, etc. D'où un nouveau mode de vie féminin est apparu à l'hôtel de Rambouillet, avec les femmes qui, en réaction contre cette barbarie masculine bien connue, eh bien, ont féminisé la langue. Et pour faire court, donc ça touchait tous les sujets. Mais la préoccupation de ces féministes à la française, c'est que leur grand sujet, c'était l'amour. Donc la liberté de la femme, de choisir, etc. C'était la carte du temps, que tout le monde a bien connue, sinon pratiquée. Bon. Donc c'était... Et donc, on peut dire que le mariage entre la préciosité féminine et un certain classicisme masculin a donné ce classicisme du grand siècle que le monde entier nous envie et qui a été fixé pour l'immortalité. Donc on peut dire que c'est la langue que nous avons actuellement, c'est le mariage réussi, amoureux, j'allais dire, entre la préciosité et l'esprit de géométrie. L'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. Voilà la vérité qui est cachée. C'est quand même étonnant. Alors, bon, je vois que le temps passe vite, donc je passe rapidement, mais c'est un mensonge caractérisé. Caractérisé. Et bon, alors, il faut lire, mais ça c'est donc, on voit quand même bon,
Alors, conclusion, le féminisme d'État, voilà l'ennemi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le féminisme à la française, qui est un féminisme, disons, qui n'est pas de frigidité amoureuse, finalement. C'est-à-dire que les féministes françaises, si on peut dire, si on les appelle ainsi, du XVIIe siècle, suivaient la règle de Molière, la grande ambition des femmes est d'inspirer l'amour, elles recherchaient une égalité à leur manière, c'est elles qui dirigeaient les salons, d'ailleurs, qui faisaient la notoriété, etc. Et puis, alors, le féminisme anglo-saxon, qui relève de la frigidité amoureuse, de la destruction de la langue, de l'endélisme, etc. Les féministes actuellement, les ultra-féministes comme je les appelle, n'ont aucun scrupule à détruire la langue. C'est qu'elles n'ont donc aucun goût. Donc, voilà. Tandis que les précieuses étaient en quelque sorte obsédées de beauté de la langue, et elles ont apporté évidemment cette féminisation de la langue, qui évidemment ne s'est pas faite contre l'homme, ni contre l'esprit de géométrie, mais qui a conduit à ce mariage. Alors, ce qui est tout à fait le principe de ségrégation. Alors l'Académie a bien noté que ce système d'écriture inclusive introduisait une ségrégation. Alors une ségrégation donc de langues ennemies, parce qu'il faut lire quand même l'écriture inclusive, rapporteur, etc. Enfin, il faut que chaque fois qu'il y ait le masculin et le féminin, vous voyez, les hommes et les femmes sont mortels. Il faut toujours rajouter et. Bon, c'est une ségrégation. Donc c'est une guerre des sexes. Alors, le secret du triple génocide sémantique, c'est-à-dire qu'il y a un guide d'élimination de tout ce qui est genre masculin qui a été édité. Alors il faut le lire, c'est tout à fait sidérant. Bon. Alors, bon, ce qu'on peut dire, c'est que le principe général auquel fait remonter la résolution de la problématique du genre, dont la Cour de cassation a saisi l'Académie, apparaît en pleine lumière. C'est l'utilisation, c'est bien avant Orwell, tout ça, c'est l'utilisation de la sémantique et en tout premier lieu du genre comme moyen de transformation individuelle, sociale et politique à l'insu des intéressés et de tout mandat démocratique. C'est le principe de manipulation des populations d'insectes par perturbation sexuelle appliquée aux hommes par perturbateurs sémantiques des genres. Comme chez les insectes, la manipulation des signaux sexuels, des perturbateurs sexuels, agissant à l'image des perturbateurs endocriniens, est l'arme idéale, car invisible aux yeux du non-initié. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière cette petite chose gentille, il faut inclure la femme, il faut être gentil avec elle, en fait, c'est une masculinisation forcée de la société, parce que si la femme doit être l'égale de l'homme, c'est qu'elle doit correspondre au modèle masculin. Donc, quid des qualités féminines? Donc, les précieuses, évidemment, développaient les qualités féminines. Et on pourrait même dire que dans la société actuelle, la société féminine a complètement disparu. Il suffit de comparer avec le XVIIe et le XVIIIe siècle, et se référer à Mme Vigée-Lebrun qui disait qu'à l'époque, les femmes régnaient, la Révolution les a détrônées. C'est actuellement une société totalement masculine. Et d'ailleurs, ramener la femme au sexe, c'est un peu un fantasme d'homme, quand on regarde de près, si je peux dire. Voilà. Donc, on a affaire à une destruction. Alors, ce que fait ce guide, c'est qu'elle détruit la nature. Je le passe très rapidement. Il n'y a pas de nature. C'est qu'il n'y a pas de nature différente entre l'homme. C'est une construction. C'est une invention selon les sociétés. Hein. Et il n'y a pas de nature masculine, finalement. Il n'y a pas de genre. Donc, destruction de la nature. Il n'y a pas de nature humaine, rien. Il y a les genres. Et puis, la langue, destruction de la langue. Bon. C'est vraiment un génocide sémantique ahurissant. Et on assiste à cette destruction de la nation française, si on tient un terme, c'est-à-dire qu'on dévore le cerveau. Et ce qu'a révélé l'Académie, c'est qu'évidemment, parmi les 3 ennemis qu'elle a déclarés, il y a premièrement l'école, bon, l'instruction, il y a deuxièmement ce qu'elle appelle la désaffection des élites, ce n'est pas la désaffection des élites, c'est la désaffection des apparatchiks, puisque les élites, c'est ce qu'il y a de mieux, par définition. Et puis elle dit, la langue anglaise qui dévore la langue française, mais il n'y a pas que la langue anglaise. Il y a le féminisme d'État, il y a toute cette idéologie que je ne n'aimerais pas, qui empêche les Français d'être bien dans leur peau.
dès qu'on prononce un mot, il faut se méfier. Bon, voilà. Donc le guide d'extermination du genre humain. Donc les références sont données dans le guide d'extermination. C'est le mot extermination est là, c'est tout à fait hallucinant. Donc il faut supprimer les termes comme... Enfin bref. Tous les termes qui sont dans Molière. C'est-à-dire que si vous lisez Molière, évidemment, c'est le manuel des stéréotypes. Puisque la femme a une nature, une manière d'agir différente. Mais c'est vraiment le Mein Kampf, finalement, de la destruction de la langue. C'est tout à fait... Le grand secret du génocide sémantique de la langue française, c'est l'Académie qui a révélé qu'il y avait un projet pour que la langue française ne soit qu'une langue de communication. Je pense, bon, pour les crétins. D'accord, une fois que vous avez vidé le cerveau, ça communique un peu, quoi. Bon, c'est quand même hallucinant. Et alors, il y a un point qu'il faut tout de même aborder, sur le principe de frigidité amoureuse inhérente à la ségrégation. C'est-à-dire qu'on voit, les références sont données, c'est qu'en fait, on voit, à partir du XIXe siècle, que, donc, disons que ce féminisme anglo-saxon va de pair avec une frigidité amoureuse. C'est-à-dire que ces femmes qui veulent une écriture inclusive ont une sexualité exclusive. Elles n'ont pas une sexualité inclusive de l'homme. Bon. Et donc, comme la transcendance, le mot qui règle tout, c'est le mot amour, mais vous n'entendrez jamais une ultra-féministe à l'anglo-saxonne parler d'amour. Bon, vous ne connaissez pas. Or, le mot amour, c'est ce qui résout les difficultés contraires entre l'homme, la femme et l'enfant. Parce que sinon, l'enfant est exploité par les parents, la femme par l'homme et l'homme par le couple. Bon, donc voilà à peu près le niveau intellectuel. Enfin, ça serait comique si ce n'était pas tragique. Alors, comment rétablir la véritable hiérarchie des genres? Alors la question, c'est que ce qui est demandé à l'Académie française, c'est faut-il aligner le sexe, le genre sexuel sur le genre grammatical ou l'inverse? Bon. Alors, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que vous avez un paradigme. Un paradigme, c'est un modèle grammatical. Et dans le paradigme, vous avez trois choses. Vous avez le masculin, le féminin et le masculin générique. Pourquoi? Bien, il faut remonter à ce qu'est le paradigme du genre et de l'espèce. Bon, là, je vais rapidement, il faut remonter à Aristote. C'est-à-dire que le principe de base du cerveau, c'est qu'il ramène le particulier au général. Quand il voit une espèce d'animal avec des poils qui fait miaou miaou, il dit c'est un chat. Donc l'animal que j'ai est du genre chat. C'est une espèce de chat. Et puis il y a des espèces de chiens. Donc il faut bien un nom pour qualifier l'ensemble. Donc vous avez le genre générique, le mot qui donne le genre générique du chien, et puis vous avez l'espèce, telle et telle espèce. Alors pour l'homme et la femme, alors on dit le genre masculin, il faudrait dire espèce. Le genre, c'est le genre humain. Bon. Et alors, comme on ne peut juger du particulier que par le général, il n'est de loi que du général, bon, et que, bon, tout ça c'est expliqué, c'est-à-dire que finalement, sous le genre, il y a plusieurs espèces. Donc sous le genre homme, il y a plusieurs espèces. Il y a l'espèce. Et ça, c'est le principe de base du raisonnement judiciaire. Quand vous passez devant les tribunaux, le juge dit en l'espèce, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une loi qui interdit, mais en l'espèce, le prévenu... Donc, le raisonnement judiciaire, c'est ce qui est assez passionnant, c'est que cette problématique du genre, c'est la problématique judiciaire. C'est pour ça que, par définition, la Cour de cassation est affolée, si je peux dire. Elle ne sait plus comment fonctionner, puisque quand on parle du prévenu, ben le prévenu, c'est c'est le prévenu. Parce que le genre judiciaire fonctionne sur des génériques, il y a le juge, il y a le prévenu, il y a le justiciable, etc. Donc, ce sont des mots qui sont au masculin générique, mais qui n'ont rien à voir avec le sexe masculin. C'est comme ça. Voilà. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que les idoles des féministes elles-mêmes s'accordent au masculin. Reprenons l'histoire. Bon, je ne vais pas parler de George Sand. Bon, mais vous prenez de Simone, vous prenez par exemple Marie Gouge qui s'est fait appeler Olympe de Gouges, comme quoi le masculin anoblit. Ça pour, ou la noblesse anoblie, dans son article 6 des droits de la femme. Comment est-ce qu'elle écrit? Ah, c'est intéressant ça. Bon. Eh bien, elle dit toutes les citoyennes et tous les citoyens étant égaux. Bon, ça ne la gêne pas. Et vous prenez Simone de Beauvoir. Elle dit je suis un intellectuel. Bon.
Voilà. Donc il faut tout réécrire. Voilà. Tout ça, c'est plus qu'absurde, c'est un crime contre la langue. Ça serait ridicule si derrière vous n'avez pas la puissance d'État qui veut en finir avec les deux piliers sur lesquels le monde est constitué depuis les Grecs. Il y a des hommes, il y a des femmes. Ça se passe d'une manière ou d'une autre, mais toutes les civilisations ont fait la différence. Non. Et en plus, ce qu'il voulait savoir, c'est que l'égalité, c'est une masculinisation de la femme et une castration de l'homme. Donc nous tombons sur le modèle bien connu, anglo-saxon, du meilleur des mondes. Voilà. Alors, maintenant, comment l'usage du genre masculin par le corps judiciaire lui est consubstantiel? Alors c'est spécialement important pour le judiciaire parce qu'il doit parler des fonctions comme les autres, il doit montrer son impartialité et en plus le genre et son mode de raisonnement, le genre et l'espèce. Je cite simplement Adrien Duport. Bon, le célèbre avocat Adrien Duport définit d'ailleurs l'acte de juger comme, je cite, un syllogisme, donc un syllogisme dont la majeure, c'est-à-dire le genre et la loi, la mineure et le fait, bon, l'espèce, et le jugement, la conséquence. Donc en détruisant, disons que le genre, on détruit le raisonnement judiciaire, le syllogisme judiciaire, l'acte même de juger qui permet de rattacher le particulier au général. Et c'est ce qui explique que la Cour de cassation, qui doit juger selon les formes, bon, c'est ça. Bon. Alors, sur le seul choix restant, alors, qu'est-ce qui reste quand on voit tout ça? Il faut retourner à l'état de droit. C'est-à-dire que la Cour de cassation n'a qu'une possibilité, c'est d'imposer, de trouver le moyen d'imposer l'état de droit à l'exécutif et au corps législatif. Donc c'est Cornelia. C'est fou. Mais elle ne peut pas, apparemment, reculer. Parce que reculer, ça serait, nous allons le voir, c'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc, la seule possibilité pour sortir du chaos, c'est le retour à l'état de droit. Alors, sur l'intangibilité constitutionnelle des droits de l'homme. Je rappelle qu'il y a les droits de l'homme. Alors, il y a qui les droits, mais si, c'est l'homme en général. Donc, ce qui est constitutionnel, puisque c'est le haut de la pyramide constitutionnelle, c'est les droits de l'homme. Donc s'il faut réécrire, il faut dire c'est plus l'homme. Les droits de l'homme et de la femme, alors c'est plus les droits tout court, c'est plus la même chose. Donc c'est plus universel. C'est plus une déclaration universelle. Donc on devient fou. Donc le masculin générique est constitutionnel à cet égard. Ensuite, sur l'intangibilité grammaticale du corpus existant des textes. Je vous dis, ils sont écrits, le juge, le justiciable. Donc il faudrait tout réécrire, voire écrire les jugements. Ensuite, sur l'intangibilité du principe de bon usage de Vaugelas. Alors Vaugelas dit bien que les principes qu'il donne sont pour toujours, par définition, puisque c'est, comme la Constitution ne peut pas changer, la Constitution de la langue. Je vous invite à lire ces textes magnifiques de Vaugelas. Ensuite, sur l'indisponibilité de la langue de Molière, tant par l'Académie que par mes l'Académie ne peut pas disposer de la langue, c'est pas bon. Et en plus, le statut, le gouvernement ne peut pas changer l'usage. Ensuite, sur la triple indisponibilité du législatif, de l'exécutif et du président. Le législatif ne veut plus appliquer la loi, l'exécutif ne veut pas, et le président de la République, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, le 5 décembre, à l'appel de l'Académie du 5 décembre 2013, a répondu en ne répondant pas. Donc, le propre protecteur de l'Académie a abdiqué. Donc voilà. Donc madame, alors, ce qui est disponible, en revanche, c'est de l'amour de la langue française au féminin. Il faut évidemment que les femmes, les vraies femmes féminines ou les véritables féministes à la française, défendent la française comme l'a fait. Nous sommes à Versailles, je le rappelle, le bâtonnier des avocats de Versailles, qui est madame Christine Blanchard-Mazy, et lorsqu'on lui demandait lors de sa nomination, mais faut-il vous appeler, comment faut-il vous appeler? Et je joue courte, et bien elle a répondu à la française, elle a dit qu'elle souhaitait effectivement qu'on l'appelle madame le bâtonnier, et a-t-elle ajouté, je trouve ça plus élégant. Voilà. C'est comme les juges qui sont en robe, ils pourraient demander d'être en pantalon, mais j'imagine qu'eux aussi, ils trouvent ça plus élégant de manifester leurs différences par leur uniforme. Voilà. Alors, ensuite, sur la disponibilité des droits, la Constitution, article 2, protège la langue française. Ensuite, sur la disponibilité de la justice, il se trouve que
la plus haute juridiction, la Cour de cassation, suit la règle. Donc, ce sont les éléments. Alors, le vide, il y a un vide juridique. Jamais il avait été prévu depuis Louis XIV que le successeur de Louis XIV serait non pas le défenseur, mais le destructeur de la langue. Parce que tous les présidents de la République, on le voit, ont suivi, depuis, on peut dire, pour faire court, depuis la rentrée de la Grande-Bretagne en 1973, on voit, et nous avons perdu nos positions, disons que dans les institutions européennes, on voit qu'il y a un pacte secret de destruction de la langue française. Et maintenant, l'idéal, si je peux dire, c'est que le propre président de la République se complaît à parler européen. Maintenant, il suffit de regarder l'image. Bon, voilà. Nous arrivons à la fin. Alors, la conclusion, c'est laquelle? C'est la saisine en retour de la Cour de cassation. La Cour de cassation saisit l'Académie française. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? L'Académie française répond, il faut appliquer la loi, je vous le prouve. Bon, c'est nous qui parlons à sa place parce qu'elle est indisposée, comme on dit. Bon, elle est indisposée. Quand quelqu'un est indisposé, en attendant un rétablissement, ou quelque chose d'autre. Et donc, alors maintenant, la Cour de cassation, eh bien, l'Académie française, et tout ceci doit être lu, les principes, eh bien, elle répond, c'est la réponse du berger à la bergère, répond à la Cour de cassation. Maintenant, nous vous saisissons, finalement, de rétablir l'état de droit. Voilà. Donc, et alors là, c'est très intéressant de voir ce qui va se passer. Parce que jusqu'à maintenant, depuis 40 ans, jamais le combat que j'ai mené pour la sauvegarde du langage scientifique, du langage littéraire, du langage politique, du langage au sens le plus large, n'avait pu être judiciarisé. Nous sommes allés jusqu'au Conseil d'État, mais qui s'est déclaré forfait, évidemment. Bon. Mais là, c'est la propre juridiction, et qui ne peut pas faire autrement. Donc c'est quelque chose d'absolument passionnant. Et je vous rappelle la fameuse phrase extraordinaire de Molière, puisque nous parlons la langue de Molière, je vous rappelle. C'est grâce à la stabilité de la langue que nous parlons toujours la langue de Molière, ne l'oublions pas. La Cour de cassation juge dans la langue de Molière. Et que disait Molière? Il parlait de la grammaire, le fondement des sciences, qui s'impose même au roi, et les fait la main haute obéir à ses lois, et on va voir si les lois de la République vont respecter les lois de la grammaire. Et donc, voilà l'enjeu. Nous pourrions citer la phrase, quand même la phrase, pour finir, de Frédéric Mistral, car, c'est une question de liberté, car même si la face contre terre, un peuple tombe en esclavage, s'il garde sa langue, il garde la clé qui, de ses chaînes, le délivrera. Donc l'Académie, maintenant, demande, a saisi officiellement, c'est un jugement en bonne et due forme, les formes sont totalement respectées, j'ai le tampon de la Cour de cassation, d'ailleurs, qui a bien réceptionné, parce qu'il fait la chose dans les règles. Maintenant, monsieur le premier président de la Cour de cassation est devant un énorme problème. Pourquoi? Parce que c'est visible. Maintenant, c'est public. Entre adultes consentants en cachette, ça va, mais en public. Donc, c'est la question. Alors, en conclusion, maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est que c'est intellectuellement passionnant. Pour ceux qui ont un peu le sens de l'humour, il y a un côté un peu ludique. Bon. Et puis, vous avez, dans cette pièce, vous avez le pouvoir judiciaire, la cassation, le pouvoir législatif, l'Assemblée, et de l'autre côté, vous avez le gouvernement. Et au milieu, il y a l'Académie française, et au-dessus de l'Académie, il y a Vaugelas. Donc qui tient Vaugelas tient l'Académie, qui tient l'Académie tient tous les pouvoirs, si je peux dire. Ça, c'est la formule de Molière. Donc ça, c'est tout à fait passionnant. Alors, c'est une chance inouïe. Bon, c'est incontournable maintenant. Faut-il encore que l'élite se bouge, comme on dit vulgairement dans les banlieues un peu, qu'il faut faire un petit peu, il faut que l'esprit s'anime. Mais c'est incontournable, cette problématique. Bon. Alors, donc c'est un appel que je lance à l'élite, aux élites, comme on veut, c'est-à-dire les meilleurs. C'est l'essentiel, mais parce qu'il y a des personnes qui s'occupent de tas de sujets. Non, non. C'est l'essentiel. Il n'y a pas de plus grand crime que celui qui est perpétré contre la langue. Parce qu'on vous parle de fausses nouvelles. Mais c'est la pire chose. On détruit l'instrument de la pensée. Et si M. Macron, soi-disant, veut que tout soit dans la vérité, eh bien, commençons par la langue. Commençons par la langue. Bon, rétablissons. Quand on vous dit que la volonté générale
Si vous voulez, les partis doivent contribuer à la constitution de la volonté générale. En ce moment, donc toute l'histoire, la langue politique est à écrire. Alors, donc c'est un appel à l'élite, aux élites, pour que, premièrement, ils prennent conscience de ceci qui est à côté. J'ai déjà les retours. Retour de l'Académie, le bon référent, si je peux dire. Il a dit, c'est courageux, c'est très courageux. Ailleurs, même chose, peu importe. Il suffit de le lire, c'est incontestable. C'est un jugement incontestable en soi. Certes, c'est la réponse de l'Académie, mais en soi. Deuxièmement, face... Donc, courageusement, leur devoir, de faire son devoir. Troisièmement, tirer toutes les séquences. Bon. Alors, c'est une chance unique de résoudre tous les problèmes, par le seul problème de la langue. Si la France ne fonctionne pas, on le voit avec les gilets jaunes. Il n'y aurait pas de gilets jaunes si, comme on dit maintenant, le logiciel de la langue fonctionnait. Pourquoi? On le voit dans les débats. Les solutions, elles sont partout. Les policiers savent ce qu'il faut faire. Bon, les économistes savent ce qu'il faut faire, mais ce sont toujours les mauvais économistes qui se prendront la parole. Je prends l'exemple type, Maurice Allais. Maurice Allais, le prix Nobel, c'était encore un gilet jaune. Il ne pouvait pas s'exprimer, il avait un mal fou à s'exprimer. Il a écrit en 1999 Mondialiste, la destruction de la croissance et de l'emploi. Mais c'est ce qui se passe. Mais ils n'en veulent pas, parce que comme le dit Macron, c'est la chance de Macron, il dit, comme il est très psycho-rigide, il dit je ne changerai pas de cap. Mais les autres n'ont pas changé de cap, puisqu'ils ont tous suivi le même cap. Donc les ordres viennent d'ailleurs, et les petits exécutants ventriloqués, les présidents de la République, ils suivent. Pourquoi? Parce que nous sommes dirigés par le monde anglo-saxon, et d'ailleurs, le chien parle le langage de son maître, la voix de son maître. Et donc, ils parlent anglais, tous. Bon, c'est facile à suivre. Bon. Donc, en reprenant la souveraineté de la langue, en préservant la langue, c'est la solution à tous les problèmes, parce que chacun peut se parler entre personnes qui connaissent des choses. Tous les problèmes sont réglés. L'école, le reste. Merci d'avoir écouté. Bon. Mais je n'ai pas... Réjouissez-vous, je n'ai pas terminé. Alors, mais nous approchons de la fin. Encore faut-il que l'élite se saisisse de cette mise en accusation judiciaire providentielle de haute trahison. Il faut s'en saisir, il ne faut se battre que sur ce point. Car la destruction de la langue donc, est l'arme sémantique invisible utilisée pour nous détruire. Mais l'arme sémantique, c'est également le moyen pour nous de reprendre le français, de reprendre leur pouvoir, d'assurer la prospérité. C'est ce que dit Molière. Bon. Et alors là, je vous dis, le côté humoristique, c'est que l'Académie, pour parler un langage un peu trivial, elle est coincée, parce qu'elle avait appliqué la règle, elle avait dit voici la règle, mais on peut la violer, mais maintenant qu'il y a une verbalisation, elle est obligée de dire finalement non, je reviens à la règle, je ne vois pas comment elle peut faire autrement, on va le voir. Et puis, la Cour de cassation, elle est aussi coincée, si je peux dire, parce qu'elle est prise, en tout bien tout honneur, à son propre jeu, de cette judiciarisation. Maintenant, c'est judiciarisé. C'est-à-dire que tout acte de la Cour de cassation est judiciaire. La réponse est judiciaire, cette réponse est judiciaire. Et ce qui est passionnant, c'est de savoir ce qui va se passer, si vous voulez, donc le 7, quand l'Académie va devoir suivre, comme elle va. Donc, l'art sémantique, invisible actuellement, est l'angle mort et le principe directeur de destruction de la langue française, de l'intelligence collective des Français. Le président parle de l'intelligence collective, mais il n'y a pas d'intelligence collective s'il n'y a pas les règles de la langue qui sont appliquées. Bon. Et c'est la destruction de la France. Donc, solution. Les Français se doivent d'accepter, les Français doivent partir en guerre contre le féminisme d'État et le plan de mise à mort de la langue française. Bon. Ils doivent ne plus accepter d'être gouvernés par des prédateurs qui haïssent leur langue et leurs valeurs. C'est quand même incroyable. Je prends les féministes d'État. C'est une détestation de la langue. Donc quand on déteste, on n'a pas droit à la parole. C'est l'incitation à la haine et en plus du masculin. Et retrouver l'arme sémantique, retourner l'arme sémantique contre les destructeurs de la langue. Donc, conclusion, hors de la déclaration de guerre au féminisme et au triple génocide sémantique, nature,
genre et langue, et donc de la reconquête de la langue française, pas de salut.